Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette journée de l'Ayurveda. Je me présente, je m'appelle Michèle Beck, je suis consultante ayurvédique depuis 5 ans. J'ai mon cabinet à Montpellier, je fais consultation, suivi et massage. Et je me suis spécialisée dans l'alimentation surtout, parce que pour moi l'alimentation c'est vraiment un des piliers déjà de l'Ayurveda et c'est vraiment aussi central pour tout ce qui est lié à la santé, à l'équilibre et au bien-être, comme vous le savez certainement déjà. Je propose des ateliers, des cours de cuisine et également des ateliers de dinacharya, donc d'hygiène de vie quotidienne, à Montpellier, mais aussi sur Paris. Le 9 février, il y a un cours de cuisine ayurvédique qui sera proposé à Paris. Les flyers sont à l'extérieur, que j'animerai. Si ça vous intéresse, on verra de plus près comment constituer un menu et en fonction de votre constitution. Et voilà, préparer ça ensemble, manger ensemble. Je trouve ça assez intéressant justement qu'on puisse partager ce moment-là. De manger ensemble aussi, c'est important parce qu'on parle de l'alimentation, de la cuisine, mais manger aussi, c'est une activité à part entière de conscience qu'on a vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire, d'être présent à soi-même. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent un petit peu déjà l'alimentation et la cuisine ayurvédique? Un petit peu l'Ayurveda d'une manière générale? Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un peu plus une réflexion autour de la notion de saveur d'une manière générale, mais la saveur de la vie. Qu'est-ce qui donne goût à la vie? L'alimentation et la cuisine va nous aider à nous donner des indications par rapport à ça. Sachant qu'après, on le mettra en application dans le cadre d'un cours en faisant à manger. Donc, d'où le nom de cette conférence, l'Ayurveda, saveur de la vie. Continuez. Donc, comme vous le savez, l'objectif de l'Ayurveda, c'est de permettre à tout un chacun de vivre le plus longtemps possible, dans le meilleur état de santé possible. Oui, c'est un peu gênant. Je vais le poser. Voilà, mais la question c'est, on peut se poser la question du pourquoi, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est là et qu'on a ce goût pour la vie, l'envie de faire les choses? C'est étonnant quand même, c'est quelque chose d'assez magique. Qu'est-ce qui donne toute cette saveur? C'est-à-dire que dans une journée, on a énormément d'activités. On va se réveiller, on va avoir envie par exemple de manger quelque chose en particulier, de boire quelque chose de chaud. Puis après, on va commencer à faire des activités. Et puis là, tout le long de la journée, voilà, on va avoir des étapes où on va nous nourrir de différentes choses, donc que ce soit d'aliments ou d'expériences, d'une manière générale. Donc, je vous propose une petite réflexion autour de cette notion de goût pour la vie et de saveur pour la vie. Donc, Ayurveda, connaissance de la vie, donc de Ayu, vie, et de Veda, connaissance, la science aussi. Donc l'Ayurveda, c'est une manière aussi de se représenter le monde. On a une vision holistique où tout est relié. Cette représentation du monde est rattachée au Samkhya, mais également un système en fait, de santé, mais pas que. C'est une manière de voir l'existence. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est un système au sein duquel la connaissance s'acquiert par l'expérience et l'observation. Et la digestion en fait de ces observations. Donc il y a vraiment une phase d'assimilation qui est très très importante et essentielle. C'est pour ça que la connaissance, ce n'est pas du par cœur, c'est quelque chose qui est vraiment relié à ce qu'on va faire tous les jours. D'où la nécessité aussi de s'approprier cette notion d'expérience par la présence et la conscience de cette présence. Donc l'observation, elle s'effectue à travers notre capacité à percevoir, donc nous-mêmes et notre environnement, puisque tout est relié. Donc à travers les organes de la connaissance, qui sont les 5 sens que nous connaissons en Occident. Mais nous, dans l'Ayurveda, on va les rattacher aussi à des niveaux plus subtils en fait, d'observation qui sont liés à l'essence subtile des 5 états de la matière, donc qui sont directement reliés aussi à la manifestation. Il y a différents degrés de manifestation de la matière. Il y a la manifestation subtile et la manifestation plus grossière ou plus matérielle, on va dire. Mais on a différents niveaux de lecture qui vont après se transposer dans les différents corps que nous connaissons.
dans les activités mentales, émotionnelles et physiques du corps. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de prendre en considération et qui va rendre l'expérience de l'existence humaine aussi riche en fait. On est traversé d'idées, on est traversé d'émotions, on est traversé de sensations et en fait toutes ces choses-là vont créer un ensemble chez nous qui va créer une manière de percevoir le monde. On ne peut pas les dissocier en fait. Par exemple, je vais toucher cette chaise, ce tissu un peu rugueux, ça va susciter chez moi une émotion, ou ça va peut-être me faire venir une image, ou je vais peut-être entendre un son. Donc il y a une synesthésie qui se crée en fait. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Parce que si on peut cultiver justement cette connexion dans toutes les expériences qu'on a au quotidien, du coup c'est une manière d'être d'autant plus présent et du coup de savourer d'autant plus ce qui se passe. Voilà. Cultiver la notion de présence. Je dis ça parce qu'en fait, la mise en pratique de tout ce que j'ai appris au cours de 4 ans d'enseignement, donc après ma formation, j'ai ouvert mon cabinet directement. Là, ça fait 5 ans du coup que j'ai une activité en tant que praticienne. Je me suis rapidement intéressée à l'alimentation parce que je me suis rendu compte que, l'alimentation c'est un choix parmi d'autres, hein, mais effectivement, mais que un bon équilibre était associé à une alimentation, à un mode de vie adapté à sa constitution, et que donc, nombre de maux découlent d'un mode de vie, d'une alimentation et d'une manière de se nourrir qui est inappropriée, entre autres, évidemment. Il y a d'autres facteurs. Donc, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que par rapport aux consultations, aux personnes qui venaient me voir, je me suis rendu compte que nombre de personnes ne prenaient pas plaisir à manger, ou considéraient que c'était une corvée, ou ne prenaient pas le temps de cuisiner aussi, ou ne savaient pas le faire. C'est-à-dire par exemple, on va acheter des légumes, mais on ne sait pas comment faire pour transformer, c'est-à-dire civiliser, faire que cet aliment-là, en fait, qu'on a devant nous, reste quelque chose d'étranger en fait à nous-mêmes et qu'on ne sait pas comment faire pour le rapprocher de soi, pour l'assimiler et que ça devienne une partie de nous, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans ma pratique. Donc maintenant, la question, c'est comment justement permettre à toutes ces choses qui sont mises à distance les unes des autres, dans l'expérience de certaines personnes, comment les rapprocher et comment faire que cette association puisse être nourricière, nourrissante, qu'on puisse se nourrir réellement. Et ça passe à travers l'alimentation, mais aussi à travers d'autres choses, parce que souvent l'alimentation, c'est la porte d'entrée par rapport à une manière générale de voir la vie. Voilà. Alors, ce qui amène à se poser la question de pourquoi l'Ayurveda aujourd'hui. Donc, effectivement, dans les modes de vie qu'on a surtout ici en Occident, ça commence la mondialisation, de toute façon, fait que ça s'est un peu globalisé, on va dire. Mais nos modes de vie ont fait qu'on a partitionné, en fait, partitionné les activités humaines, la civilisation, avec la nature. Donc, et même la nature, c'est un concept qu'on a créé, donc le sauvage aussi. Donc, cette séparation nous a amené à compartimenter et à envisager les activités humaines comme étant dissociées en fait de la nature et des cycles dans lesquels, auxquels nous appartenons aussi, puisque nous sommes associés à notre environnement dans les cultures holistiques, dans une manière holistique de voir les choses. Donc, et en plus, les activités qu'on mène dans le cadre de ces compartiments, en fait, nous amènent à nous envisager nous-mêmes comme des machines, davantage que comme des êtres vivants. Et donc, d'interpréter le monde comme s'il était associé à cette vision-là. Donc, par exemple, le corps, c'est une machine, et du coup, l'aliment, c'est un ingrédient. Mais du coup, ce n'est pas une matière vivante. Et du coup, nous non plus, on n'est pas une matière vivante. On est une succession, en fait, une association d'organes ou ce genre de choses. Donc, je pense que ça, c'est ce qui amène aussi, typiquement, la situation où on ne voit pas l'intérêt de cuisiner, par exemple, de prendre le temps de cuisiner ou de considérer l'aliment comme quelque chose d'étranger ou d'extérieur à nous-mêmes. Si on ne considère pas l'aliment ou la nourriture comme quelque chose de vivant, du coup, on se dissocie. Et du coup, on se dissocie de nous-mêmes et de notre environnement aussi. Donc, du coup, forcément, on amène un mode de vie qui nous amène à un terrain pathologique, de fait.
Tout ça pour revenir à la manière de voir les choses, à la représentation du monde. Donc c'est très important le paradigme parce que en tant qu'observateur, nous conditionnons le monde dans lequel nous vivons. En physique quantique, c'est très présent comme manière de voir les choses. Et du coup, comme nous conditionnons le monde dans lequel nous vivons, en fait, nos intentions vont nourrir la manifestation. Donc maintenant, c'est sur quel paradigme et quelle représentation du monde on se situe. Donc quel choix on fait, en fait, concrètement, en tant que personne, de choix de monde dans lequel on décide de vivre. Et si on part de ce principe que vous connaissez peut-être, qui est une citation en fait du Maha-Upanishad, le monde entier est une seule et même famille. Ça a l'air simple, mais en fait ça recèle énormément cette simplicité émane quelque chose d'essentiel dans notre manière de comprendre notre expérience vis-à-vis de nous-mêmes et notre environnement. Surtout au sein de la culture dans laquelle on a grandi pour la plupart d'entre nous, pour la plupart, pas tout le monde forcément, mais où on est dans la dissociation, dans le catalogage et le compartimentage. Donc si on part du principe que la Terre est une famille au sein de laquelle chaque être vivant a sa place et contribue au bon fonctionnement du tout, on ne peut pas sciemment éradiquer quelque chose pour notre propre intérêt ou notre propre profit parce que ça ne rentreront pas de toute manière dans notre propre profit. Ce n'est pas possible. Par exemple, quand on utilise des insecticides pour détruire certaines espèces, pour promouvoir une agriculture extensive, qui est le reflet de notre société, on nuit en fait à l'équilibre global d'un écosystème qui a sa propre intelligence. Et ça, il faut le comprendre. Et du coup, après, on est amené à retravailler cet équilibre et à amener toujours plus d'artificialité dans le naturel qui va augmenter en fait la dissociation. Donc ça, c'est un exemple. Parce qu'on ne parle pas que d'humanité en fait, on parle aussi de tout ce qui est végétal, minéral, énergétique et d'autres choses qu'on ne connaît pas encore forcément. Donc, voilà, qui ne sont pas encore forcément portées à notre conscience. Donc vivre comme si nous étions une seule et même famille, déjà en tant qu'humains, ça signifie énormément de choses, c'est-à-dire que quelle que soit l'origine, finalement, on est tous issus de la même planète. Donc même si on ne vit pas dans les mêmes zones et qu'il n'y a pas les mêmes climats, qu'on ne mange pas les mêmes choses, mais il y a quelque chose qui nous unit globalement. Donc comment déjà cultiver ça? Et après, comment le cultiver avec la totalité de la planète, c'est-à-dire pas que les humains, mais aussi avec le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. C'est un ensemble de choses. Et le règne énergétique aussi, du coup. Un monde un peu plus subtil. Donc, du coup, si notre mode de vie porte atteinte à ce principe, nous nous coupons de nous-mêmes. Il arrête pas de bouger. Marrant. Pardon. Comment faire? Bon, je vais essayer de pas... C'est marrant, il bouge. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, si on porte atteinte à ce principe qui est fondamental, finalement, dans cette manière de voir le monde, on se coupe de nous-mêmes et de notre capacité à nous sentir du coup heureux et satisfaits. Par extension, je vois difficilement comment on peut se sentir satisfait d'un mode de production et de consommation qui rend d'autres personnes malheureuses, en exploitant justement ou en ayant des niveaux de vie différents. Enfin, moi, ça me paraît un peu compliqué à envisager, que ce soit à un niveau conscient ou inconscient. Donc, on a différents plans. Hein, donc, du coup, partant de ce principe, on perd petit à petit le goût pour la vie et on favorise un terrain à l'aggravation d'un déséquilibre et donc à la pathologie. Donc, voilà. Bon, après, il peut y avoir des niveaux d'interprétation différents que celui-là, évidemment, mais c'en est un qui, pour moi, fait sens. Donc, on en arrive à l'Ayurveda comme art de vivre. Parce que c'est au-delà d'un système de santé, c'est aussi un art de vivre, effectivement. Donc, avec le dinacharya, le ritucharya, les panchakarmas, la manière de s'alimenter. Donc, on dispose d'énormément d'outils, en fait, pour pouvoir mettre en pratique et surtout exercer nos capacités sensorielles et d'observation à travers l'expérience et vivre, tout simplement, en fait. Donc c'est de ça dont il est question, c'est de vivre et de faire l'expérience de la vie avec les différents objectifs que nous avons chacun et nos chemins de vie, voilà. Chacun a sa place.
Donc pour en arriver à la notion de rasa, que vous connaissez peut-être par la traduction des 6 saveurs, mais en fait rasa c'est un terme qui englobe énormément de significations en fait, différentes. On vient de la racine sanscrite ras, qui signifie saveur, délice, mais aussi plaisir. Donc ça va plus loin que la notion de saveur en fait, ou que la notion de saveur associée au goût, c'est-à-dire le goût, le sens du goût. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'expérience. Le plaisir, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus englobant que la simple notion de goût. Donc rasa, ça désigne aussi la sève des plantes, le nectar, le meilleur et la part la plus raffinée, l'essence, le fluide, l'élixir, le plasma. Donc il y a énormément de choses. Il y a peut-être des images qui naissent. Voilà, un nectar, moi j'ai la vision par exemple de quelque chose qui brille avec de la lumière, qui nourrit. Je ne sais pas vous ce que ça vous fait, ça vous évoque. Le nectar par exemple. Donc je vous ai mis un colibri du coup. Voilà. Mais aussi, rasa, c'est le goût, l'inclinaison pour quelque chose, l'amour, l'affection, le désir. Donc on est vraiment dans une ouverture. On n'est pas que dans un seul niveau d'expérience. On est vraiment dans un seuil d'appréciation d'un ensemble d'expériences. Et on va voir d'ailleurs que rasa est utilisé du coup pour véhiculer la notion de saveur à travers les 6 saveurs, mais également la première couche de tissu dans notre organisme. Donc du coup, c'est une manifestation qu'on a au niveau physique, donc le milieu nourricier dans lequel nos fonctions biologiques peuvent agir. Donc du coup, c'est ça qui est très intéressant. Et désigne aussi la satisfaction de nous sentir nourris après un bon repas. Donc, et aussi, d'un point de vue plus subtil, rasa désigne le plaisir esthétique ressenti au cours d'un spectacle. Donc, dans les Védas, il y a une partie des textes qui sont attribués justement à la description de codes pour décrire justement toute la richesse de ce plaisir esthétique, avec différents types d'émotions, par exemple, qui vont être codifiées sous forme, de sons, de chants. Donc on est vraiment dans un registre qui prend en compte tous les sens, et donc qui vont enrichir l'expérience et favoriser justement une synesthésie, c'est-à-dire voilà. Donc, comment expliquer le fait que ce mot-là recouvre un spectre aussi large de l'expérience humaine? C'est quand même dingue. C'est vrai qu'en général, quand on a la définition d'un mot, c'est pour quelque chose de très précis. Et là, on a quelque chose de très vaste. Tellement vaste que... rasa, en fait, on peut dire que c'est l'essence de la vie qui s'exprime et qui se manifeste à travers l'expérience et de toutes les expériences qu'on peut avoir, pas qu'au niveau du goût, mais au niveau du plaisir qu'on peut ressentir à travers l'expérience de goûter quelque chose, de savourer quelque chose. Et ça peut être un spectacle, ça peut être un repas, mais un repas, ça peut aussi être un spectacle. Par exemple, quand vous regardez votre plat, vous avez des couleurs, vous avez aussi des senteurs qui vont arriver, la salivation va commencer à se mettre en route, donc l'information va être envoyée aux enzymes digestives pour commencer à dire, bon là, on mange, donc préparez-vous à être digéré, donc Agni commence à s'activer. Et après, voilà, c'est là en agissant avec cette intention et dans ce sens-là, on stimule en fait l'ensemble de nos corps et l'ensemble de nos possibilités en fait d'observation, capacité à observer, à assimiler, à comprendre, à vivre en fait. Donc ça vient toucher en fait tous les champs qui concernent l'existence humaine, qui sont connectés à la vie et au cycle naturel. Donc c'est de nous sentir vivants, c'est une expérience en tant que telle, donc d'être présent à ce qu'on fait à travers nos sens, nos émotions et notre mental. Donc du coup, pour en revenir à l'alimentation et au fait de manger, de se nourrir, le goût provient de l'expérience qui est vécue par celui qui mange. Donc il ne s'agit pas que de manger, c'est une expérience manger, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps, on va s'asseoir avec quelqu'un qu'on apprécie ou pas, ça va modifier du coup la nature de l'expérience. En général, quand on mange avec quelqu'un avec qui, par exemple, quand on n'est pas dans des dispositions émotionnelles ou qu'on n'est pas très bien, on ne va pas très bien digérer, ou pas correctement, ou pas de la même manière que si on mange avec quelqu'un qu'on apprécie, ou avec qui ça se passe bien, ou voilà.
Donc plus on est connecté à l'expérience, plus on est connecté à notre environnement et présent à nous-mêmes et au monde qui nous entoure, donc on se sent plus vivant. Donc, le fait d'être présent et d'être là. Donc au-delà du fait de satisfaire un besoin vital, en fait, manger, ça relève aussi d'un plaisir des sens subtils et physiques qui nous permet de nous connecter à l'instant présent. Mais c'est aussi ce qui nous permet de nous nourrir, mais aussi de créer. C'est-à-dire qu'en mangeant, nous métabolisons, donc nous créons. Agni, c'est le transformateur, c'est l'alchimiste. Donc on crée à nous-mêmes, on métabolise. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui vient de l'extérieur, on l'assimile comme une idée. La digestion des idées, c'est ça. C'est la connaissance, elle s'acquiert par la digestion d'une idée qui nous était étrangère ou qui est arrivée comme ça. Finalement, rien ne nous est étranger, partant de ce principe. Mais nous faisons quelque chose avec, un processus qui fait qu'on va le transformer, que ça va devenir une part de nous-mêmes. Donc au niveau des tissus, au niveau physique, on va créer des tissus, donc les différentes couches de tissus, les datous. Mais au niveau de la nourriture, on va métaboliser aussi. C'est-à-dire qu'on va créer autre chose. Donc on est des créateurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue dans l'acte de manger. On mange, c'est une action mécanique parce que c'est vital, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en mangeant, on contribue à une dynamique qui nous dépasse, qui est une dynamique de la vie en fait. On transforme les choses et on contribue à ce mouvement-là. Et en fait, on se nourrit de vie pour créer la vie. C'est-à-dire qu'en mangeant, on crée des tissus qui nous permettent aussi de maintenir nos fonctions biologiques, de pouvoir faire ce qu'on a à faire, de pouvoir créer à notre tour, et de faire, d'agir, de réaliser tout ce qu'on a à réaliser, ce qu'on a envie de faire. Donc, alors, l'Ayurveda préconise de choisir des aliments frais, mûrs, sains de saison et locaux. Donc là, on peut connecter l'Ayurveda à un projet de société, effectivement. Comment on fait pour avoir des aliments frais, mûrs, sains et de saison, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de favoriser plutôt le circuit court ou sinon effectivement d'avoir soi-même un jardin pour cultiver. Parce que quand on voit en fait un aliment pousser, on comprend en fait, on comprend mieux, on observe comment il pousse, quelle est la durée de sa pousse, la durée de maturation d'un légume, d'un fruit. Il y a des légumes racineux par exemple qui poussent dans la terre, donc du coup eux vont être plus consistants, ils vont demander un temps de cuisson un peu plus long. Les légumes plus aériens, eux, ils vont mettre un peu moins de temps, donc on ne va pas les préparer de la même manière, ou sinon on va les associer d'une certaine manière. Donc tout ça, ça permet d'enrichir notre sens de l'observation, et en cultivant, on contribue aussi à ce mouvement-là. Sinon, le circuit court, ça permet de favoriser justement l'accès à des aliments frais, donc soit à travers l'achat de légumes dans des marchés, ou dans un magasin biologique plutôt, donc sans pesticides, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis mûrs, parce que souvent dans les hypermarchés, les légumes et les fruits ne sont pas mûrs en fait. Donc on achète des aliments qui n'ont pas été portés à maturation pour des raisons de rentabilité. Donc ça, du coup, c'est pas adapté non plus pour notre métabolisme. On cueille un fruit quand il est mûr d'ailleurs, sinon on n'arrive pas à le cueillir, il résiste. Donc pourquoi résister alors qu'il s'agit juste d'attendre un peu et d'être un peu plus patient? Et comme ça, on comprend en touchant aussi ce qui se passe. Par exemple, quand j'étais petite, avec mon grand-père, on avait un jardin, et c'est là que j'ai appris. Et il m'a appris à cueillir un fruit, à cueillir un légume. Donc on ne le saisit pas de la même manière. On apprend à toucher, on apprend à comprendre comment les choses sont faites. Et du coup, on apprend aussi comment les préparer et comment s'associer à ces choses-là. Beaucoup plus qu'en les considérant comme des objets qu'on va acheter et après qu'on va consommer, tout simplement, comme un vêtement, finalement, ou comme autre chose. Donc on s'associe à cette expérience de vie. Parce que ces aliments-là, ils ont métabolisé de la lumière, en fait. Donc ils ont fait, par exemple, pour les légumes et les fruits, toutes les plantes, les céréales aussi, ils ont accueilli, ont fait, par le processus de photosynthèse, tout un travail de transformation de la lumière. Ça aussi, c'est assez étonnant, je trouve, de se reconnecter à cette évidence. Seulement, on le voit sous un angle mécaniste, scientifique, donc on se dissocie, en fait, de toute la magie et de la poésie que ça véhicule.
Mais imaginez, on mange des aliments qui ont métabolisé de la lumière. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça hallucinant, en fait. Donc, nous-mêmes, en fait, on métabolise de la lumière et de la vie. Donc, du coup, en étant conscient de ça, on est conscient d'être relié, d'être connecté à un tout et de contribuer aussi à ce tout, à notre manière, bien sûr. Donc, l'alimentation ayurvédique, elle est basée, donc, du coup, sur on va dire l'interprétation que j'en ai donnée, mais il y en a d'autres, bien sûr. Donc sur la notion de saveur, il y a également donc rasa, il y a l'effet sur le métabolisme, donc l'effet réchauffant et rafraîchissant, et puis après il y a l'effet post-digestif. Donc ça, c'est les aspects un peu plus techniques, on va dire, de l'Ayurveda. Les éléments et les qualités qui nous permettent de comprendre en fait les processus et les cycles de la vie. Et effectivement, précisément, qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ou entre les mains. Voilà. Est-ce que j'ai une prédominance d'élémentaire, avec quel type d'attributs? Moi, comment je suis en ce moment, de quoi est-ce que j'ai besoin, et ça va me permettre, ça va me donner des clés pour comprendre. Moi, comment façonner un menu ou façonner un plat, comment transformer après, moi-même à mon tour. Donc la cuisine ayurvédique va reposer sur des techniques qui vont prendre en considération tout le processus d'observation qu'il y a eu en amont et l'expérience aussi que l'on en fait, que l'on en a, en fonction aussi de notre propre sensorialité. On est tous différents, enfin, on a tous une manière spécifique de voir les choses. Moi, par exemple, si je dis rouge, vous allez peut-être voir un rouge bordeaux, et puis moi, je vais voir un rouge carmin. C'est pas du tout pareil, et puis il y en a qui ne perçoivent pas le rouge. Ils vont percevoir du vert à la place, ou du gris. Donc c'est intéressant ça aussi de voir, rien que sur un seul mot, les différentes interprétations qu'on peut avoir. Donc c'est ça, c'est de civiliser l'aliment, donc de le rendre assimilable en fait, c'est ça, civiliser, sans le dénaturer. Ce qui permet une bonne assimilation, tout en apportant de la satisfaction en préservant son équilibre. Donc maintenant, la dernière partie, on va dire, de cette conférence, c'est comment stimuler sa créativité avec l'Ayurveda en utilisant l'alimentation et la cuisine. Donc, prendre plaisir à manger, du coup, c'est contribuer au mouvement de la vie. Donc, voici quelques clés. Donc, déjà, cultiver la présence à ce que l'on fait au niveau de la conscience. Par exemple, quand on se prépare à cuisiner, c'est de se mettre en disposition pour cuisiner. Déjà, on va se laver les mains. On peut très bien faire une méditation juste avant, ou une prière même, ou un mantra, réciter un mantra, pour se mettre dans la situation de là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer un aliment, je vais le préparer, donc je vais l'accueillir déjà, parce qu'il va me donner sa vie, et je vais me préparer à le transformer, c'est-à-dire je vais comprendre comment il est, et je vais voir moi ce que je peux en faire. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser, moi, pour le rendre assimilable et pour me connecter à lui. C'est-à-dire faire que tout ce qui est là puisse l'accueillir de la manière la plus, on va dire, harmonieuse possible, en fonction de moi, mes besoins. Si je veux quelque chose de plutôt chaud, de plutôt froid, avec quel type d'épices je vais le préparer, enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses. Mais pour ça, il faut être présent. C'est-à-dire de se poser quelques questions et de se dire, là, je suis là. Donc maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? C'est pas, je vais faire un truc là en 10 minutes, parce que j'ai faim. C'est de quoi j'ai envie. Ou qu'est-ce qui est adapté? Voilà, c'est de poser cette question-là. Ça prend pas non plus 1 heure. C'est très rapide. Voilà, mais ça, c'est cultiver la présence à ce que l'on fait, c'est pour la préparation de la nourriture, c'est pour toutes les expériences, finalement. Donc, de cultiver ça. D'observer. En prenant le temps d'observer notre environnement, on se met en phase avec les cycles de la nature et des saisons. Par exemple, une groseille rouge, si on l'accueille alors qu'elle n'est pas mûre, elle sera beaucoup trop acide. Donc c'est un fruit qui est déjà un peu acide, donc avec une saveur très astringente aussi, en complément, astringent acide, donc il va assécher la bouche. Donc si on prend une groseille qui n'est pas assez mûre, on ne va pas l'avaler, en fait, on va la recracher. Alors que quand elle est arrivée à maturité, elle a une saveur un peu plus sucrée légèrement, elle est toujours acidulée, mais elle sera beaucoup plus assimilable. D'ailleurs, en termes de texture aussi, elle sera un peu plus molle, donc elle sera plus agréable en bouche.
Donc en nous connectant à notre sensorialité, à notre capacité à percevoir, on enrichit notre expérience, et notre capacité à comprendre en fait ce qu'il nous faut. En cultivant, du coup on contribue directement à la vie, on s'inscrit dans sa dynamique, donc, parce qu'on y participe activement. On est connecté aux éléments, quand on touche la terre, on ressent des sensations aussi, on s'ancre aussi dans ce principe-là. En choisissant, du coup, que ce soit en les cueillant ou en les achetant au marché, on stimule nos sens. C'est-à-dire que, par exemple, on va être attiré par certains fruits et légumes par rapport à des couleurs, parce qu'on a envie de travailler avec certains types de couleurs, par des parfums, des senteurs. Donc on va prendre le fruit ou le légume, on va le sentir. Par exemple, un racineux, il va avoir une odeur de terre que ne va pas avoir un haricot, par exemple, un haricot vert ou ce genre de choses. C'est de se connecter à toutes ces choses-là qui ont l'air anodines, mais qui vont nous donner des pistes, en fait, et qui vont aussi commencer à activer la salivation et qui vont nous aider à nous mettre en condition, en fait, pour bien digérer, pour bien assimiler. Voilà, la globalité de l'expérience, on va dire. Donc ça peut être le son aussi. Par exemple, une salade qui est plus très fraîche, elle va avoir un son un peu mou. Donc on ne va pas aller vers une salade qui, voilà, elle sera craquante aussi en termes d'audition. Donc tous les sens sont sollicités à ce niveau-là. Donc c'est vraiment d'oser toucher, goûter. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder, mais on ne touche pas. Et ça, je pense que ça, c'est une expérience de laquelle on se dissocie parce qu'on est habitué à regarder en fait dans la civilisation occidentale. Mais en touchant, en rapprochant de nous, on peut sentir et on peut commencer à enrichir notre expérience à travers justement la synesthésie, c'est-à-dire le fait d'associer les sens. Après, cuisiner, donc c'est civiliser les aliments. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la cuisson, donc les différentes techniques de cuisson. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, par exemple, samskara, donc, le vagar, par exemple. Donc, on va chauffer le ghee, on va mettre des épices. Le ghee va véhiculer les vertus médicinales des épices, mais aussi le parfum. Donc, ça, c'est intéressant. Après, on va rajouter de l'eau, on va cuire à l'étouffée, donc pour préserver l'hydratation, ce que ne fera pas une poêlée de légumes sans recouvrir, par exemple, ou sans eau. Du coup, on va avoir de la sécheresse. Donc là, on va avoir quelque chose, du coup, quand on cuit à l'étouffée comme ça, par exemple, quelque chose de plus nourrissant, qui se rapproche comment dire, des sensations qu'on peut avoir en pensant justement à rasa, la première couche, qui est le plasma, en fait. Quelque chose de liquide, mais qui est un peu collant, un peu onctueux, ce genre de choses. Donc voilà, c'est en ayant toutes ces images en tête, ou ces connaissances-là, ou ces observations-là, qu'on peut comprendre. Par exemple, si j'ai un déséquilibre vata, j'aurais besoin d'un peu d'onctuosité, de chaud. Et du coup, comment est-ce que je vais apporter ça? Voilà. Donc, comment est-ce que je vais civiliser l'aliment? Comment je vais le cultiver de manière à l'adapter en fait à mon milieu, à moi aussi. Parce que j'accueille un aliment dans un milieu que je connais, du coup, parce que je me connais, parce que j'ai appris à affûter ces qualités d'observation au fur et à mesure. Donc, il y a différents types de cuisson. Donc il y a ça. Donc ça, c'est des choses qu'on verra dans le cadre du cours, c'est-à-dire les différentes méthodes de cuisson justement pour préparer l'aliment. Et après, travailler la saveur aussi, donc en fonction du choix des épices qui vont aussi avoir un effet sur le métabolisme. Par exemple, il y a des épices qui vont être équilibrantes, d'autres qui vont être plus chauffantes. Pour équilibrer le feu digestif, par exemple, on peut utiliser cumin, coriandre, fenouil, donc, qui sont vraiment des épices qui vont aider en plus à équilibrer le feu digestif. Après, on peut rajouter de la cardamome qui est un carminatif, donc qui va aider à chasser l'air des intestins. Donc ça, on va plutôt l'utiliser aussi comme antidote, par exemple, de certains aliments, comme le lait, les produits laitiers, par exemple, pour aider à digérer. Et puis sinon, des épices plus chauffantes, par exemple, pour les personnes qui ont besoin de thérapie, on va dire, très réductrice, donc qui ont tendance à faire de la rétention d'eau, sans excès pita, bien sûr, sans excès de feu. Sinon c'est un peu problématique. Donc voilà, c'est comment on peut allier les différentes qualités apportées par la diversité naturelle pour équilibrer et faire quelque chose qui va en fait nous convenir et adapter aussi en fonction de la situation. On ne va pas manger la même chose qu'on soit en hiver qu'en été ou au printemps ou en automne, en fonction de la constitution qu'on a en plus.
Donc voilà, il y a les épices, mais il y a aussi les plantes, les herbes. Donc les épices, de toute façon, viennent des plantes. Mais il y a aussi les herbes qui vont apporter leurs vertus médicinales. Alors après, il y a travailler la couleur des aliments. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une petite touche que j'aime bien apporter en plus en général dans les ateliers. Donc il y a la couleur naturelle des aliments, mais il y a aussi la couleur qu'on peut apporter en plus, en colorant les aliments. Donc voilà, en fonction de ses envies, de ses besoins. Donc là, par exemple, c'est un riz qui est coloré avec de la betterave, donc qui donne des petites touches un peu fuchsia et avec un petit peu de curcuma. Donc on est dans un travail de couleur, association de couleurs, qui peut aussi apporter des pistes supplémentaires. Voilà, donc ça c'est un petit peu... Donc ça c'est intéressant, mais aussi travailler sur la couleur naturelle des aliments, c'est-à-dire comment je vais associer de manière à créer en fait un ensemble harmonieux. Parce que bon, un plat c'est ça aussi, c'est comment est-ce que je vais avoir, visuellement parlant, un plat qui va me donner envie de manger. Au niveau du parfum aussi, c'est un ensemble. Donc, comment est-ce que, voilà, comment cultiver ça? Et puis manger après, donc manger dans de bonnes dispositions, dans un cadre favorable et en bonne compagnie. Donc ça c'est très important, de prendre le temps de manger, de mâcher, de mastiquer correctement. Il y a un ordre dans lequel manger les aliments aussi, donc qui est important en fonction de sa constitution. Donc ça aussi, on va le prendre en considération. Et voilà, ce qui nous amène à l'initiation à la cuisine ayurvédique. Donc pour mettre en pratique ces principes-là, donc on verra plutôt des méthodes de cuisson dans un premier temps parce que c'est, on va dire, la base, travailler avec des épices, voir justement comment mettre en œuvre, comment s'approprier les épices pour civiliser l'aliment. Donc voilà. Donc, cet atelier va avoir lieu le samedi 9 février. Et vous avez contact pour vous inscrire ici. Si vous avez des questions, je suis là. Donc des questions un peu plus précises ou spécifiques par rapport à la cuisine ou l'alimentation. Donc j'ai voulu plutôt axer autour d'une réflexion autour justement de cette notion de saveur pour vraiment l'ouvrir en fait sur un champ d'expérience plus vaste pour qu'on puisse connecter aussi le fait de s'alimenter et de manger à une expérience à part entière en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez parlé d'ordre dans la nourriture. Oui, tout à fait. Alors c'est en fonction de la constitution ou du déséquilibre par exemple. Bon, d'une manière générale, on va, pour une personne qui a un déséquilibre Vata, on va plutôt lui recommander des aliments cuits, onctueux, on va éviter les aliments crus. Mais si la personne doit manger des aliments crus, les fruits et les légumes crus par exemple, alors comme la salade par exemple, parce qu'après les autres légumes crus comme tout ce qui est céleri ou ce genre de choses, ça prend un peu plus de temps à être digéré. Donc l'ordre dans lequel on va manger et du coup digérer les aliments compte. Un fruit, il met 7 heures pour être digéré par l'organisme, donc passer par toutes les étapes. Alors qu'une chair animale, par exemple un morceau de bœuf, de viande rouge, peut mettre jusqu'à 70 heures pour être digéré quand le feu digestif n'est pas régulier. Donc du coup, si vous commencez par la viande, vous allez créer un bouchon et les aliments qui mettent moins de temps à digérer vont fermenter en fait avant, parce que le phénomène de cuisson il se fait à cet endroit-là et donc du coup vous allez créer des désordres au niveau de la digestion forcément. Donc du coup vous avez plus de chances de créer des déchets d'aliments non digérés et des accumulations qu'il va falloir du coup évacuer. Et ça, si vous le faites régulièrement, du coup vous créez des dysfonctionnements réguliers, enfin chroniques on va dire, qui vont installer des pathologies ou ce genre de choses. Donc l'ordre dans lequel manger les aliments est très important parce qu'il dépend aussi de votre constitution, de la qualité de votre feu digestif aussi, de par votre constitution déjà à la base, mais aussi de par le déséquilibre que vous êtes susceptible d'avoir. Donc il faut prendre ça en considération. Voilà. Et dans les cas des aliments crus et cuits, est-ce qu'il y a un ordre générique ou ça dépend tout le temps En fait, on part du principe que ce qui est cru et qui se digère très rapidement, donc déjà les fruits c'est le plus rapide, ça se mange au début ou entre les repas. De toute façon, il vaut mieux respecter 3 heures entre chaque prise alimentaire parce que c'est le temps qu'il faut pour que le bol alimentaire passe d'un stade à un autre.
Puis de toute façon, on peut difficilement passer notre temps à manger parce que ça nécessite une énergie à part entière de la part du corps. Et en plus, on n'est pas des ruminants. Les ruminants, par exemple, ils vont manger toute la journée. Donc ils vont passer leur temps à manger. Ça demande, je ne sais plus combien de temps, on montrait ça dans un documentaire, mais des heures et des heures. Nous, on n'attribue pas autant de temps à la nourriture parce que déjà, on n'est pas constitué de la même manière. Donc, c'est ce qui fait que nous avons appris à civiliser les aliments, à les transformer. Parce que nous faisons aussi d'autres choses. Et en fait, c'est important de l'avoir en tête parce que, comme nous avons la capacité de transformer les aliments en utilisant les éléments, justement, il y a une série de documentaires, je ne sais pas si vous avez vu, qui ont été faits par un Américain qui a fait un documentaire par élément pour la transformation des aliments. C'est très beau. Par exemple, il commence par l'eau et il explique comment on a appris au fur et à mesure, non, il a commencé par le feu, évidemment, comment on a appris au fur et à mesure à transformer les aliments en utilisant les éléments. Donc, il commence par le feu, évidemment, la cuisson, parce qu'au début, on était des chasseurs-cueilleurs, donc on ne transformait pas, on prenait, on mangeait. Mais du coup, en hiver, on mangeait quoi? On ne mangeait pas, mais on ne vivait pas très longtemps. Donc, il y a eu une adaptation, en fait, qui s'est faite au fur et à mesure. Donc, partant de ce principe, ce qui est cru met moins de temps à être digéré que ce qui est cuit. Mais pour ça, il faut que ce qui est cru ne soit pas un racineux, par exemple. Parce que ce qui vient de la terre met un peu plus de temps à être digéré parce qu'il y a plus de consistance, il y a plus de terre. La salade verte, elle a métabolisé beaucoup plus d'air et d'éther. Un peu de feu aussi, un peu d'eau, mais moins de terre. Donc du coup, ça va être digéré très rapidement. Le fruit aussi. Donc du coup, on mangera plutôt le fruit en premier. Après, ce sera plutôt la salade verte. Après, ce sera les légumes cuits, les céréales, et en dernier, la viande. Et après, il y en a, il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Les légumes crus qui sont un peu plus complexes à digérer, du coup, ce sera en même temps que les céréales. Et comme ça, on crée des couches d'aliments qui vont pouvoir être digérées les unes après les autres et de manière harmonieuse, en fait. Voilà. Sachant que les fruits, c'est quand même bien de les manger entre les repas, même. Plutôt qu'en début, parce qu'après ça fait des repas trop consistants. Puis c'est un peu comme si vous lisiez 10 livres en même temps, à un moment donné. Il va y avoir un phénomène de saturation. Le corps aussi, la diversité c'est important, mais la diversité à l'échelle d'une journée ou d'une semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre 10 légumes dans un seul et même repas. Ça devient compliqué à gérer. C'est comme si on vous disait, tiens, lis ça, lis ça, lis ça. Et puis le corps, après, il est là, genre, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il ne va pas bien digérer, forcément. Sauf pour un feu pita très jeune, ça c'est possible. Mais bon, pour un vata ou un kappa, ça risque d'être un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'association des aliments, là, certains ne sont pas oui. C'est ça, exactement. Ouais. Par exemple, les agrumes avec les produits laitiers, le concombre aussi. Ça, il y a des associations qui sont vraiment pas très heureuses. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure. J'aborderai ce sujet-là aussi dans le cadre de l'atelier. Donc il y aura vraiment... puis il me semble que vous l'abordez aussi dans le cadre de la formation. Et après, il y a aussi les antidotes. Mais de toute manière, même s'il y a un antidote, il faut partir du principe qu'il y a des associations qu'il vaut mieux ne pas faire. Parce que du coup, il y a des associations d'éléments, en termes de quantité aussi de matière, qui vont créer des réactions chimiques en fait, dans le corps, qui vont créer soit un terrain acide, ou qui vont l'augmenter, ou sinon qui vont complètement perturber le feu digestif. Donc, de toute façon, quand vous mettez un produit laitier et que vous pressez du citron, vous voyez ce qui se passe, vous comprenez. De toute façon, voilà, le mieux... C'est ça, exactement. Voilà. Donc il suffit, par exemple, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, il suffit de le faire à l'extérieur et de voir quelles sont les réactions. Et vous voyez. Et du coup, quand vous voyez le résultat, vous n'avez pas envie de recréer la même chose à l'intérieur de vous. Enfin, normalement. Mais voilà, ça c'est des choses, je vous invite à vraiment faire l'expérience. C'est-à-dire que vous avez un doute par rapport à quelque chose, faites-vous confiance. C'est-à-dire que... Et puis testez. C'est ça, c'est par exemple, tiens, je vais prendre ça, et puis je vais mettre ça ensemble, qu'est-ce que ça va donner?
Voilà, il y a un temps aussi à consacrer à la recherche à ce niveau-là. Parce que c'est à travers cette expérience-là aussi qu'on va comprendre et assimiler les choses. Sans forcément tout le temps chercher à coller à des recettes, parce que je propose des recettes. Mais ce que j'encourage, c'est d'utiliser des bases de travail, plus, et après de chercher par soi-même. Parce que souvent, quand on découvre, on est content aussi. On est content d'avoir découvert quelque chose, de la part de l'enfant qui se réveille et qui dit « Ah, ça c'est marrant et tout, je ne m'attendais pas à ça » ou « ça j'aime bien cette association ». Les associations aussi entre par exemple la verveine et puis des plats, donc des saveurs que vous allez vous-même intégrer comme étant satisfaisantes pour vous. Parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, et puis parce que vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de mettre la verveine avec de l'orange. C'est un exemple. Vous pouvez tester. La lavande, enfin voilà. Allez chez l'herboriste et prenez des plantes au hasard, ou cueillez dans la nature. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la sarriette, c'est comment? Je vais goûter. Ah, c'est un peu piquant, ouais, du coup, je vais faire quoi avec ça? C'est pas comme le basilic est un peu piquant aussi, mais voilà. Le basilic, c'est l'antidote, par exemple, pour la tomate. Ça va travailler l'acidité, mais il faut quand même cuire la tomate très longtemps pour que l'acidité parte. Donc le basilic aide, mais il faut quand même cuire la tomate plus d'une demi-heure. Voilà. Donc l'antidote, c'est bien, mais il y a quand même des conditions pour la réussite aussi de la chose. Donc voilà, il y a des conditions à créer. C'est ça, cette expertise-là, elle arrive parce qu'on a cherché aussi, et pas uniquement parce qu'on a lu des livres, c'est parce qu'on a retroussé nos manches et qu'on est allé tester des choses, et qu'on a utilisé nos sens aussi. Voilà. J'ai une question. Oui. Par exemple, ce qui est recommandé pour un dosha, imaginons vata, Oui. donc de la nourriture chaude, onctueuse, etc. Lorsqu'il arrive l'été, est-ce qu'il faut changer à des aliments rafraîchissants ou non, il faut rester sur les mêmes... C'est vata vata ou vata pitta ou vata déséquilibré ou... Alors, vata pitta, par exemple. Ouais, déjà, si on est sur du vata pitta, déjà, il y a l'élément feu qui est un peu plus présent que sur une constitution type vata. De toute façon, on a, donc, selon le cycle des doshas, après l'augmentation au moment du printemps, l'aggravation de pitta, donc en été. Donc l'élément feu va augmenter déjà, donc chez vata. Tout dépend de l'état de vata. Si vata est équilibré, son feu digestif n'est pas censé être irrégulier en fait. Le feu digestif de vata, il est irrégulier quand il est perturbé, donc déjà. Après, il y a des conditions qui vont le perturber plus facilement que d'autres. De toute manière, pour une constitution vata, les crudités ne sont pas recommandées. Mais bon, où il fait très chaud. C'est une question. En fait, il y a une vision d'esprit qui dit que en mangeant froid, on va se rafraîchir l'organisme. En fait, non. Le corps va fournir beaucoup plus d'énergie pour porter l'aliment à la même température que le corps, qui va après pouvoir commencer à le digérer. C'est compliqué. Donc déjà, on peut partir du principe que vata, il va être perturbé par cet écart en fait au niveau thermique. Les bédouins dans le désert, ils vont boire un thé chaud, ils ne vont pas boire une boisson glacée. De manière générale, tout ce qui est glacé n'est pas recommandé, quel que soit le type. Après, si vous mangez une salade verte de temps en temps en été, c'est pas très grave. C'est une question après d'équilibrer. C'est la vie. Enfin, on est confronté à des situations des fois où on ne peut pas tout contrôler non plus, et puis c'est pas le but. C'est-à-dire que des fois, vous allez manger une salade, le repas d'après, vous allez rééquilibrer. Mais le tout, c'est d'être conscient en fait de ce que vous faites. C'est-à-dire, là, j'ai mangé une salade. Je vais peut-être pas remanger une salade ce soir. Je vais manger autre chose. Je vais manger une soupe. Mais donc, du coup, au fil des saisons, ouais. Qu'est-ce qu'il faut réadapter c'est en fonction des qualités, du coup. Ça, et puis en fonction de la situation dans laquelle nous-mêmes on se trouve à ce moment-là. D'une année à l'autre, on n'est pas pareil, déjà. C'est un déséquilibre, par exemple. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est l'expertise, une fois de plus. Mais relié à la capacité à observer. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment ça le plus important. C'est vraiment déguiser son sens de l'observation à travers les différents niveaux de perception qu'on a. Ça, déjà, dans un premier temps.
Donc voilà, nous arrivons au terme de cette conférence. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à l'alimentation d'une manière générale, là je serai dehors après. Et puis voilà, sinon vous avez le cours de cuisine ayurvédique le samedi 9 février. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci.